Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, nous allons parler de coaching global. Pour évoquer ce thème, je reçois le coach et superviseur belge Philippe Rosinski. Lui qui a été le premier master coach en Europe, nous partagera ses réflexions à l'occasion de son livre Leadership et coaching global, sorti en 2022 aux éditions Valeurs d'avenir. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez un coach généreux qui crée des passerelles pour relier les disciplines, les cultures et les humains. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Philippe Rosinski, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Non, je ne me souviens pas du tout de ça. J'étais un enfant curieux, ouvert, éveillé. Je m'intéressais à beaucoup de choses, mais je n'ai pas le souvenir particulier d'un rêve que j'avais par rapport à ce que je voulais devenir plus tard. Quelle était la profession de tes parents ? Ils avaient un commerce dans le domaine de l'électroménager. Et alors, quelles études as-tu fait ? D'abord au lycée, l'Athénée, comme on l'appelait chez nous, c'était le plus longtemps possible une combinaison de littéraire et de scientifique. La section on appelait à l'époque latin-grec. Et puis, je me suis trouvé à la croisée de chemin. Il restait encore 3 années. Et là, il fallait choisir entre soit de continuer latin-grec, soit latin-mathématique, qui amenait plus à des études scientifiques. J'ai longtemps hésité, puis j'ai choisi latin-mathématique. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai commencé ensuite des études de Polytechnique en Belgique pour devenir ingénieur civil électromécanicien, comme on appelait ça à l'époque. Donc c'est 5 ans d'études. J'ai continué ensuite avec un master à l'université de Stanford aux États-Unis, un master en Electrical Engineering. Le but, c'était pour moi déjà d'appliquer l'ingénierie à un domaine humain. Donc c'était l'application médicale du métier d'ingénieur. Ça, c'était le focus de mes études à Stanford. Mais tous les cours à option, je les ai pris en sciences humaines. J'ai eu un master en Electrical Engineering, mais un cours de philosophie, de sociologie, d'histoire, et y compris même un cours de planche à voile qui fait partie de mon diplôme. Et j'ai eu A, je suis très fier pour la planche à voile. Et alors, quelle a été ta première partie de carrière ? Première partie de carrière, c'était aux États-Unis, dans la Silicon Valley, comme ingénieur. Je suis revenu en Belgique, j'ai fait mon service militaire, qui était encore obligatoire à l'époque, et puis j'ai travaillé comme ingénieur et ensuite comme manager en Belgique. Dans quel secteur ? Alors aux États-Unis, j'étais software engineer, ingénieur software, et c'est une entreprise qui construisait des systèmes de traitement d'images, notamment avec des applications médicales. C'est un peu dans la lignée de ce que j'avais appris. Et ici en Belgique, j'ai travaillé pour Philips, d'abord comme ingénieur et puis comme manager. Est-ce que, au cours de ces premières années de carrière, il y avait certaines expériences de cette époque qui auraient pu être un germe de ta pratique du coaching qui est venue par la suite ? Oui, parce que autant les études m'avaient intéressé, autant le métier d'ingénieur, ce que j'en ai connu, j'avais l'impression que c'était pas vraiment pour moi. Par exemple, aux États-Unis, c'était un job parfait pour quelqu'un en termes de MBTI qui aurait le profil tout à fait contraire au mien. Et la question plus générale aussi, quand j'ai vu des exemples de leadership, de management, c'était qu'est-ce qu'il faut pour finalement utiliser au mieux le talent humain ? Parce que j'avais l'impression, intuitivement, en voyant mon propre exemple, mais en voyant aussi l'exemple d'amis, de connaissances, que souvent le potentiel humain est sous-utilisé dans les organisations. Je trouve que c'est dommage pour les personnes elles-mêmes, pour les organisations, pour la société en général. Et là a commencé une interrogation, comment mieux utiliser le potentiel humain ? Ça a été le début de tout un cheminement qui m'a amené plusieurs années plus tard à commencer à faire du coaching comme M. Jourdain faisait de la prose, sans savoir à l'époque que ce que je faisais c'était du coaching. Tu avais cette prise de conscience qu'il y avait un petit décalage finalement entre ce à quoi tu avais conduit tes études, aussi brillantes soient-elles, et l'aspiration profonde qui était la tienne, c'est ça ? C'était pas si évident de se rendre compte de ça parce que c'est des études qui sont difficiles pour finalement me rendre compte que c'est peut-être quand même pas ça que je vais faire au final et décider de changer complètement. Je me rappelle à l'époque, quand je parlais à certaines personnes, me disaient si tu aimes bien faire de la formation, tu peux faire de la formation technique. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'est ce que je fais aujourd'hui, être vraiment dans l'humain. Et ça a impliqué de vraiment reprendre presque à zéro. Enfin, c'est jamais à zéro parce qu'il y a des choses que j'avais apprises, mais de remettre tout à fait en question et de démarrer quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai fait. Comment tu arrives à faire ce virage ? Je me rappelle un épisode, j'étais comme ingénieur là chez Philips. Un jour, on a eu l'occasion de participer à une formation sur la communication. Je me dis, ça, c'est un job cool, quoi. On est là dans un hôtel, c'est sympa, on parle de nous.
l'idée est venue de faire un métier comme ça. Et donc je me suis renseigné et j'ai rencontré quelqu'un qui était dans ce domaine. Il m'a expliqué un petit peu son parcours et je me suis mis à lire beaucoup. J'ai suivi des formations, notamment en analyse transactionnelle, en programmation neurolinguistique à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de formation de coaching, ça n'existait pas à l'époque en Belgique. Il y a eu aussi un moment de thérapie qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été très apprenant pour moi, qui était basé sur de la thérapie d'abord individuelle, puis de groupe. C'était vraiment passionnant. J'ai appris aussi l'analyse transactionnelle au travers de cette thérapie. Ça me semblait être un outil vraiment puissant. Et en fait, après avoir réfléchi à ce qu'est le leadership, j'ai rédigé un peu ma vision et j'ai envoyé ça à plusieurs firmes qui faisaient ça à l'époque. Et étonnamment, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans une société comme indépendant au sein d'un groupement qui était dirigé par Michel Chalude, qui était une des personnes qui avait amené l'analyse transactionnelle et le process communication management en Europe. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal apprendre avec ces personnes pendant 4 ans et demi. J'ai mis sur pied un programme d'1 an où on voyait les participants à une raison d'1 fois par mois, avec un apport théorique sur des choses comme l'analyse transactionnelle, conduite de réunion, parler en public, délégation et autres. Et je voyais chaque personne avant pour l'aider à définir un projet, des objectifs. Et donc la formation, c'était l'occasion de partager un certain nombre d'outils avec les personnes dans le groupe, mais en même temps d'inviter chacun à avoir un objectif et à utiliser ses contenus et ses échanges, ses journées ensemble pour faire avancer son projet. Ça a été un programme extrêmement puissant qui a amené de très bons résultats et en fait je faisais à l'époque du coaching sans savoir que c'était du coaching. Ces premiers programmes, qui étaient un peu, si je comprends bien, la synthèse de tes différentes lectures, mais aussi de tes réflexions personnelles, eu égard à ton expérience, c'est quoi? C'est le début des années 90? Oui, le tournant s'est fait au début des années 90. Et à ce moment-là, tu avais déjà entendu parler de coaching ou... Pas du tout, non. Donc j'ai commencé avec Michel Chalude en 92. C'est quelques années plus tard que j'ai été invité à une conférence en tant que coach. C'est tes pairs qui t'ont reconnu comme tel en t'invitant à une conférence? Oui, et c'était encore très anecdotique. C'était vraiment une première conférence dans le domaine. Et alors, est-ce que tu te souviens des profils des participants aux formations que tu donnais? C'était des managers, deux managers. C'était des profils assez variés, oui. Je me rappelle, j'avais pris mon bâton de pèlerin pour aller approcher différentes entreprises, pour expliquer la démarche. Certains me regardaient avec des grands yeux, avec quoi il vient celui-là, et puis d'autres m'ont fait confiance. Et j'ai eu comme ça plusieurs participants. Certains que j'ai encore rencontrés, même récemment. Ça a eu un effet durable sur ces personnes, c'est ça qui est intéressant. Tu avais fait à la fois l'ingénierie pédagogique, tu faisais les formations, et tu faisais le commercial pour recruter et remplir. Absolument. Et puis après, c'est le bouche à oreille qui a aidé, mais au début, oui, il a fallu vraiment amorcer la pompe. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette période? On apprend beaucoup en enseignant, à tel point que, par exemple, le séminaire de la délégation, c'était les participants qui présentaient. Il y avait déjà cette posture de coach, plutôt que moi d'avoir toutes les solutions, d'inviter les autres à utiliser leur potentiel, leur richesse, leur sagesse. C'est ainsi que tu as géré ce virage vers le coaching? Oui, mais ça s'est pas arrêté là parce qu'après, je voulais découvrir d'autres choses et j'ai rejoint le Center for Creative Leadership. À l'époque, c'était la société, je pense, la plus renommée mondialement en matière de développement du leadership qui commençait à se développer en Europe. Et là, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses parce que j'étais à un moment même le seul professionnel en Europe. Donc, j'ai passé 6 semaines aux États-Unis à me former, à amener des choses ici en Europe. Et ça a complété ma formation de coach. D'apprendre par exemple des différentes techniques de créativité, d'apprendre différents outils d'assessment qui peuvent être utiles dans le développement du leadership. Toute une série de techniques, par exemple en matière de développement des équipes, à la fois des techniques mais aussi des recherches qui avaient lieu dans ce domaine. Il y avait 2 programmes phares que cette entreprise avait qui étaient considérés comme les meilleurs du monde à l'époque, Leadership at the Peak and the Leadership Development Program. J'ai eu l'occasion, moi, de former des gens en utilisant ce programme, de former des gens en Europe, aux États-Unis aussi, donc d'avoir une expérience déjà internationale. Et j'ai pu me permettre de faire des choses, comme on dit en anglais, asking for forgiveness plutôt que permission. C'est au lieu de demander la permission, je demandais le pardon après avoir essayé un certain nombre de choses. Parce qu'à l'époque, cette organisation prétendait ne pas faire du coaching. Elle était dans le domaine de l'assessment pour le développement. Mais moi, je voyais que des clients étaient intéressés par une démarche, par exemple, de coaching d'équipe. Et donc, là aussi, j'ai fait la synthèse de choses que j'avais pu apprendre pour mettre sur pied des programmes de coaching d'équipe qui se sont avérés extrêmement performants. Et donc, j'ai pu avoir le pardon de l'organisation. Oui, d'avoir flirté un petit peu avec le cadre, quoi. J'ai flirté un peu avec le cadre. J'ai pu accéder à des grands clients et des projets où j'ai pu mettre en pratique des choses que j'avais apprises. Mais au lieu de l'utiliser simplement dans la formation, c'est de l'utiliser dans le contexte de coaching individuel et surtout à l'époque coaching d'équipe.
Comment ça s'est passé au niveau de la supervision? Est-ce que là aussi, finalement, tu as appris sur le tas et tu as fait de la supervision sans le savoir ou au contraire, tu as suivi une formation spécifique pour devenir superviseur après quelques années de pratique, j'imagine? Je dois préciser que c'est pas l'essentiel de mon travail, la supervision, mais peut-être que ce que je dois dire, c'est qu'avant d'en y arriver là, j'ai démarré ma société je parle en belge, excuse-moi, 1999. Donc 99. Voilà, une chose qui m'avait frappé, c'était dans les formations telles qu'elles existaient, aussi performantes qu'elles étaient, il y avait quand même quelque chose qui manquait, me semble-t-il, et c'est cet aspect interculturel, quoi. C'était souvent l'éléphant dans la pièce. Je me rappelle quand j'animais des séminaires aux États-Unis qui sont basés non pas sur le fait de donner des cours, mais plutôt de créer une expérience qui favorise des prises de conscience. Souvent, à la fin de la semaine, les managers américains disaient « Mon objectif, c'est d'avoir plus d'équilibre dans ma vie ». Et ils voyaient que ça comme étant une question psychologique qui relevait de leur développement individuel personnel. Mais si tout le monde a le même problème, si tout le monde a le même enjeu, c'est peut-être quelque chose dans la culture qui favorise ce déséquilibre et qui amène les gens à vouloir plus d'équilibre. Voilà un exemple pour moi de réalité culturelle qui n'était pas prise en compte. Et ce genre d'expérience m'ont amené à vouloir développer plus spécifiquement la partie interculturelle. J'ai toujours été intéressé non seulement d'apprendre, mais aussi de développer de nouvelles choses. Et il me semblait que là, il y avait une nécessité, une opportunité de développer la partie interculturelle qui manquait dans le coaching à l'époque. Comme je faisais là aussi 3 jobs en même temps au Center for Creative Leadership, j'assurais des formations, je faisais du coaching, j'étais manager, moi qui dirigeais les programmes et donc les personnes qui s'occupaient d'intervenir dans ces différents programmes. Et puis j'étais aussi commercial, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'aurais pas eu le temps de faire vraiment les études, les recherches nécessaires pour développer le coaching interculturel. Donc j'ai démarré ma société. C'était une société à but lucratif, mais je me suis permis, moi, de prendre beaucoup de temps, non pas à gagner de l'argent, mais à faire des études pour développer cette approche interculturelle. Et donc ma démarche, au-delà de l'interculturel, ça a été de développer une approche globale du coaching. La supervision, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. En fait, plusieurs personnes sont venues vers moi en demandant si j'étais prêt à les superviser. Et notamment parce qu'elles avaient eu des expériences de travailler avec un superviseur certifié, mais elles en étaient sorties parfois avec plus de confusion et de perte de confiance. Je ne dis pas que c'est représentatif de la supervision en général, loin de là, mais j'ai eu comme ça quelques cas. Et donc, j'ai développé là aussi une approche de la supervision. Je ne me suis pas formé dans une école particulière. Par contre, j'ai développé une approche de supervision qui est en lien avec le coaching global, avec l'interculturel, mais aussi avec d'autres perspectives. La supervision de coaching est arrivée comme une extension de la supervision en matière de psychothérapie. Et donc souvent, ceux qui sont des superviseurs, qui font ça très bien, leur approche, elle vient de la psychologie. Ils vont par exemple faire attention à voir les mécanismes de transfert, de contre-transfert, les processus parallèles, tous les mécanismes inconscients. Ils vont être très attentifs à ça et c'est utile. Mais ce qui manque souvent, c'est les autres perspectives, parce que le coaching, c'est pas que de la psychologie. Le coaching s'alimente de toute une série de disciplines. L'interculturel, le spirituel, le politique, le physique. Et donc, je pense que si on veut être un superviseur, c'est important aussi d'avoir ses connaissances dans ces autres domaines, de pouvoir aider le supervisé à décoder sa situation, non seulement sur un angle de transfert, contre-transfert, processus parallèle, mais de voir par exemple c'est quoi tes orientations culturelles, comment elles se manifestent dans ton coaching. Et ça, c'est quelque chose souvent qui manquait. Là aussi, j'ai développé cette approche. J'ai été invité, moi, à former d'autres superviseurs, d'ailleurs. Avec cette approche holistique? Holistique, intégrée, oui. C'est holistique, au-delà de l'usage habituel de ce mot. Souvent, quand les gens parlent d'holistique, ils disent, oui, c'est pas que l'esprit, c'est aussi le cœur, c'est aussi notre tripes. Pour moi, holistique, ça recouvre d'autres choses que cela. Ça veut dire que notre pratique soit alimentée par des perspectives multiples, y compris de la philosophie, y compris de la médecine, y compris de l'interculturalisme, etc., etc. Que retiens-tu de ces périodes d'apprentissage? Il y avait une prise de risque, en même temps quelque chose d'excitant, quoi, d'apprendre des nouvelles choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'apprentissage, il n'est pas terminé. Je continue à apprendre, à être curieux, et l'apprentissage, il va continuer toute la vie. Découvrons ce que tu as choisi pour faire un premier intermède à notre entretien.
Alors il s'agit des Chariots de feu, qui est un film britannique réalisé par Hugh Hudson, sorti en mai 1981. C'est également le nom du thème principal de la bande originale de ce film, qui a été composée, arrangée et produite par le compositeur grec Vangelis. Pourquoi ce choix, Philippe ? D'abord, tous ces jeunes en train de courir, la joie de courir ensemble. Mais à part ça, il y a toute une série de liens intéressants. L'idée de mettre tout son cœur dans ce qu'on fait. Donc là, c'est l'histoire de deux jeunes qui vont gagner tous les deux une médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris en 1924. Là, il y a déjà aussi un autre lien puisque dans un an, donc 2024, les Jeux Olympiques auront lieu de nouveau à Paris. Il y a deux jeunes. Un, il court pour la gloire de Dieu. Dieu a fait que je suis quelqu'un de très rapide. Et donc, c'est normal que j'utilise ce talent que Dieu m'a donné. L'autre, Harold Abrahams, c'est un juif. Lui, c'est moins clair, mais il est dans une époque où il y avait encore de l'antisémitisme, ça existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Peut-être qu'il a une revanche à prendre, mais aussi il veut donner le meilleur de lui-même. Et à un moment, Abrahams court contre Eric Liddell, il le défie, et il va perdre cette course. Et il se dit, mais je suis au bout de mes possibilités. Et il avait pris un coach qui lui dit, je peux encore te trouver 2 yards. Il va travailler avec ce coach qui va l'aider là aussi à utiliser tout son potentiel pour finalement gagner cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Un lien aussi avec le coaching, utiliser au mieux son potentiel, mais aussi des valeurs intéressantes de fair play, d'entraide qui sont extraordinaires dans le film. Il y a des choses plus personnelles aussi. Il se fait que non seulement j'aime le sport, mais je courais moi aussi le 100 mètres. J'ai fait de l'athlétisme pendant 1 an dans l'équipe de mon Athénée, de mon lycée. Nous avons d'ailleurs gagné le championnat inter-Athénée. Il y a un autre lien, c'est que ça se passe à l'université de Cambridge. Cette université a accueilli le séminaire que je fais. C'est un séminaire que j'ai développé de 3 jours sur le leadership et le coaching interculturel. Et j'ai eu l'occasion d'animer ce programme à l'université de Cambridge. C'était un moment magique. Un deuxième lien, c'est que ma fille vient d'être admise à l'université de Cambridge. Elle va commencer d'ici quelques mois un master en intelligence artificielle. Le film s'inspire librement de l'histoire de 2 athlètes britanniques concurrents aux Jeux Olympiques d'été de 1924, Harold Abrahams et Eric Liddell. Ces 2 athlètes prédisposés pour la course à pied se servent de leurs dons, l'un pour combattre les préjugés xénophobes et l'autre pour affirmer sa foi religieuse. Quel pourrait être ton propre combat aujourd'hui ? Je ne suis pas religieux, mais d'un autre côté, je me reconnais dans Eric Liddell dans l'idée d'utiliser mon potentiel au mieux. Le coaching me donne moi l'occasion de faire ça en continuant à apprendre dans différents domaines et d'aider d'autres à utiliser leurs propres talents. Maintenant, si on parle d'Abrahams, quelque part j'ai aussi une revanche à prendre. Une grande partie de ma famille qui a été décimée à Auschwitz. Mes parents sont des enfants cachés, et donc ils n'ont pas eu l'opportunité vraiment d'utiliser tout leur potentiel. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas eu les mêmes possibilités que celles que moi j'ai pu avoir ou que celles que ma fille aujourd'hui peut avoir. Et donc, une forme de revanche sur le destin, pouvoir avoir davantage d'occasions, moi, de m'accomplir en faisant quelque chose qui me permet de relier toute une série de domaines, moi, qui m'intéressent, et d'intégrer ça dans ma pratique, d'alimenter ma pratique. Alors, tu le disais tout à l'heure, la dimension de transcendance, elle n'est pas à exclure dans le coaching global. Est-ce à dire que ça t'arrive de parler de transcendance, donc concrètement de Dieu, de quelque chose qui nous dépasse avec tes clients ? Absolument. Moi-même, je ne suis pas croyant, mais j'utilise le mot « Dieu » entre guillemets pour inviter les personnes dans une perspective spirituelle, donc qui constitue une des perspectives du coaching global, à déployer ou à se connecter au Dieu à l'extérieur ou au Dieu à l'intérieur, quelle que soit la vision qu'on puisse avoir de Dieu. Vangelis a été l'un des pionniers de la musique électronique dans les années 70, mais commence sa carrière en 1963 et la consécration arrive en 1982 quand il reçoit l'Oscar de la meilleure musique de film pour Les Chariots de feu, justement. Qu'est-ce que tu as vécu comme une consécration pour ta propre pratique du coaching, pour ton propre parcours au fond ? Pour moi, la consécration principale, c'est de voir que le travail que j'ai pu faire a de l'impact. Et donc j'ai eu la chance de voir assez rapidement ça. Je te parlais de programmes que j'avais pu développer au début des années 90. Quand j'ai pu voir que ce programme-là a de l'impact, que ça fait une différence, c'est déjà une certaine consécration. D'avoir mon premier livre publié aujourd'hui dans 12 langues différentes, c'est une forme de consécration. À un moment où l'université de Harvard cite ce livre comme recommandation numéro 1 en matière de leadership, c'est aussi une consécration. L'université de Harvard m'invite aujourd'hui à faire un séminaire sur le leadership interculturel en cette année 2023. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de consécrations.
Alors à présent, je te propose de poursuivre l'entretien et de parler plus spécifiquement de ton livre Leadership et Coaching Global, sorti aux éditions Valeurs d'avenir en 2018. Et alors pour moi, ça semble constituer un peu la synthèse de tes X années de pratique du coaching et ou de la supervision d'ailleurs, et ça souligne la dimension holistique, intégrée de ton approche. Je te propose de commencer par une série de définitions juste pour planter un petit peu le décor aux auditeurs. Comment tu définirais simplement le leadership en quelques mots ? Leadership, c'est une capacité à emmener les personnes, à les entraîner, à les inspirer, à faire en sorte qu'elles puissent aller de l'avant. Un lien important avec le coaching, parce que le coaching vise précisément aussi à déployer le potentiel humain. Quand je parle de coaching ou de coach, je fais référence soit à des coachs professionnels, des gens dont c'est le métier, comme toi, comme moi, et comme sans doute plusieurs personnes parmi nos auditeurs. Mais je fais aussi référence aux managers, aux dirigeants, qui peuvent adopter différents styles de management, certains plus coercitifs. Mais un des autres styles, c'est précisément le coaching. Quand je suis non pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais plutôt dans une posture d'écoute, de questionnement pour les aider, eux, à trouver leurs propres solutions. Donc, le coaching, c'est un des styles du leadership, un des styles de management. Mais au-delà de ça, pour moi, le coaching, c'est une philosophie de leadership. Celui qui veut emmener les personnes en faisant en sorte qu'elles puissent déployer leur potentiel, se connecter à ce qui est réellement important pour elles-mêmes, c'est un leader coach. Certains critiquent la notion de manager coach ou leader coach justement par cette difficulté à avoir cette posture associée à un système de hiérarchie. Le coach, il est censé avoir une dimension de marginal séquent, comme l'expliquent les sociologues comme Crozier, etc. Est-ce que tu penses réellement qu'un manager peut être coach ou un leader peut être coach sans difficulté ? Certainement pas sans difficulté. Et c'est sans doute pas la majorité, mais j'ai rencontré plusieurs dirigeants qui étaient sincèrement intéressés par le développement des personnes dans leurs équipes, même si c'était parfois contraire à leurs propres intérêts vus de manière peut-être étroite. Donc des personnes qui arrivent à être suffisamment désintéressées pour faire en sorte qu'ils donnent l'occasion à leurs collaborateurs de les aider à faire ce qui est juste pour eux. C'est assez étonnant et le paradoxe, c'est quand on a un leader comme ça, on a plutôt envie de rester avec ce leader. C'est ça le paradoxe. Mais il faut que la personne réellement soit sincère et ait envie du meilleur pour les personnes dans ses équipes. On n'est pas juste dans notre rôle de manager, mais on a un rapport d'humain à humain avec les personnes avec qui on travaille. Là, tu parles d'un manager qui, effectivement, est suffisamment authentique, sincère dans sa volonté d'accompagner le déploiement du potentiel des personnes de son équipe, quand bien même ça va à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Tu as un exemple en tête ? Ça m'arrive régulièrement dans des entretiens tripartites, donc qui font partie du processus de coaching. Je mets les choses au clair, je dis que autant que possible, on va veiller à ce que tous les intérêts soient alignés. Donc quand je coach un manager, un dirigeant, j'espère que les objectifs qu'il va atteindre sont dans son propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt de son manager et de son entreprise. Mais je précise que je suis d'abord au service de ce manager-là et que peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va décider éventuellement de quitter l'entreprise. Les intérêts ne seront peut-être pas tout à fait alignés, mais souvent, c'est bien compris avec beaucoup de bienveillance. Et donc le N+1, en l'occurrence, est prêt à participer à cette démarche, même si ça implique éventuellement que la personne en qui il a investi décide finalement de le quitter, Alors poursuivons dans les définitions. Comment tu pourrais définir le coaching global ? Alors je reviens à la définition du coaching. Pour moi, le coaching, encore une fois, c'est l'art de déployer le potentiel humain pour atteindre des objectifs importants et significatifs. Alors le coaching global, c'est une forme de coaching plus aboutie qui s'alimente de perspectives multiples, non seulement pour déterminer ses objectifs de manière plus large, de manière plus durable, mais aussi pour se donner davantage de moyens d'atteindre ces objectifs. Et spécifiquement, je fais référence à 6 perspectives qui alimentent le coaching global, qui sont la perspective physique, psychologique, managériale, culturelle, politique, spirituelle. Il est intéressant de combiner ces différentes perspectives pour justement déployer le potentiel humain à facettes multiples. Donc c'est ça l'idée du coaching global, c'est un coaching sans doute plus puissant parce qu'il permet de déployer davantage de potentiel. Est-ce qu'on peut faire un focus sur ces différentes perspectives pour donner peut-être aux auditeurs la compréhension de ce qu'ils pourront lire dans le livre, bien sûr, mais de ces différentes facettes ? Je vais peut-être donner un exemple. Si quelqu'un est stressé, ça arrive à beaucoup de monde dans le monde d'aujourd'hui. Un coach peut aborder la question sur un plan psychologique.
On peut par exemple être déjà très efficace comme coach si on aide le coaché à se rendre compte que peut-être une des sources de stress, c'est de vouloir sans cesse être parfait. Il y a à chaque fois un décalage entre là où je suis et la barre qui est très haute et ça peut être générateur de stress. Et donc le coach pourra aider la personne à se donner la permission d'être efficace plutôt que parfait. Autre exemple, je m'inspire là de l'analyse transactionnelle, je veux faire plaisir à tout le monde. C'est super, sauf que, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, j'en oublie de prendre soin de moi. Et donc là, je peux me retrouver avec du stress qui vient du fait que j'ai pas suffisamment pris soin de moi. Le coach peut apporter une aide efficace en aidant la personne à se donner la permission de prendre soin d'elle-même. Le coaching peut s'arrêter là et est déjà très utile. La bonne nouvelle, c'est que ça doit pas s'arrêter là. Il y a moyen encore de faire d'autres choses pour aider la personne. Par exemple, dans le domaine de la perspective physique, le fait de prendre le temps de bien dormir, l'alimentation, l'exercice physique, d'intégrer vraiment le sport dans sa vie, ça peut aussi être une bonne façon d'éliminer, de réduire du stress négatif. Donc ça, c'est une autre approche que parfois certains coachs vont simplement pas aborder, qui pourrait pourtant évacuer beaucoup de stress. Perspective managériale. Si je peux aider la personne progressivement à aller vers de la délégation, plutôt que de tout porter elle-même, on ne va pas du jour au lendemain vers la délégation, il faut bâtir un lien de confiance, il faut faire varier son style de management. Mais là aussi, je vais aider la personne à se décharger et ça va diminuer du stress. Perspective culturelle. Alors là, il y a tous des liens aussi qu'on peut faire. Si ma croyance, c'est que le temps est rare, il n'y a jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, je peux découvrir qu'une autre perspective culturelle, c'est que le temps est abondant. Si je commence à croire que le temps est abondant, je peux ralentir, je peux prendre le temps, ça va aussi diminuer le stress. Si je crois que j'ai tout le pouvoir de réaliser a just do it, ou comme écrivait Tony Robbins, unlimited power. Nous avons un pouvoir limité. Si on travaille dur, on persévère, on peut arriver à tout. C'est une croyance, parfois dans le coaching. Ça peut être aussi générateur de stress parce que du coup, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Je peux comprendre que si Dieu le veut, que tout ne dépend pas de moi. Je peux apprendre à lâcher prise en m'inspirant d'autres cultures. Ça va aussi me permettre de diminuer mon stress. Perspective politique. Je peux me rendre compte qu'une partie du stress vient du fait que je manque de pouvoir dans la situation. Si je commence à comprendre quelles sont les différentes sources de pouvoir. Et par exemple, je me mets proactivement à bâtir des alliances qui vont me permettre d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de choix dans une situation. Je suis moins coincé, c'est moins stressant. Enfin, perspective spirituelle, si je peux vivre une vie qui est davantage en cohérence avec ce que je veux vraiment, ce qui est vraiment important pour moi, ça va être moins stressant que si je suis amené à faire des choses qui sont pas vraiment importantes pour moi, que je fais parce que je suis obligé de faire, mais qui sont pas vraiment en lien avec la personne que je veux vraiment être. Donc, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces perspectives peuvent se combiner. On a quelque chose d'encore plus puissant. Alors justement, tu expliques tout ça dans le livre très bien et en détail avec des exemples, mais ça m'a un peu surpris parce que c'est assez rare finalement que ces différentes perspectives soient évoquées dans le cadre d'un coaching. Dans beaucoup de formations, ça n'est pas du tout évoqué ou très peu. C'est vrai, comme par exemple le coaching interculturel, c'était pas évoqué non plus. Jusqu'à récemment, je pense que maintenant c'est un petit peu plus entré dans les mœurs. C'est ça que j'allais dire. À l'époque, c'était pas évoqué. Et maintenant, petit à petit, on voit dans différents programmes de formation au coaching que l'aspect interculturel commence à être de plus en plus reconnu. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience que l'interculturel, c'est indispensable dans le monde actuel. Je pense qu'on va arriver d'ici quelques années aussi à se rendre compte que le coaching a intérêt à devenir un coaching global, qui a intérêt à s'alimenter de perspectives multiples. Pourquoi ? Parce que le monde est complexe. Et que les solutions, elles viennent rarement d'une perspective unique. C'est en combinant des perspectives multiples qu'on peut se donner plus de chances d'appréhender les défis qui sont de nature complexe. Donc je crois qu'on va aller vers ça, mais c'est clair que c'est pas encore la norme aujourd'hui. Est-ce que c'est valable quelle que soit la culture de la personne, ces différentes perspectives ? Est-ce que certaines perspectives sont plus vraies dans le monde anglo-saxon que dans le monde européen, par exemple ? Je pense que ces perspectives s'appliquent vraiment de manière universelle. J'ai déjà fait des interventions en entreprise qui s'appuient là-dessus, mais le premier séminaire public, il a eu lieu en Inde. C'était des partenaires indiens qui m'ont invité à faire un séminaire il y a quelques années en Inde de 3 jours, essentiellement pour des managers, des dirigeants qui sont venus. C'était assez cocasse parce qu'on a même fait venir des danseurs, ils se sont mis dans la peau de différents archétypes. Il faut voir des managers quand même dans des postes importants, CEO, se mettre à danser. On a fait des jeux avec des collages à certains moments. Les amis, c'était quelque chose d'expérimental. Même si c'était alimenté par une réflexion, je pense, sérieuse sur le plan théorique. Et ça a été une expérience vraiment très riche qui a été refaite. Et d'ailleurs, avec ce même partenaire, on a fait 3 heures de vidéos qui sont disponibles. Donc, il existe un cours online. Alors, ça remplace pas évidemment l'expérience d'un séminaire de 3 jours.
Donc, et avec l'utilisation de différentes formes d'art pour mettre en scène finalement les différentes questions qui étaient sous-jacentes à la formation ou au séminaire. Oui, on a utilisé l'art et on s'est appuyé sur le lien dont toi tu parles aussi entre une culture locale et universelle. Par exemple, à un moment, je parle d'archétypes. Donc c'est les archétypes jungiens ? Exactement. Et ils ont été illustrés par la mythologie hindoue. Et donc là, on a fait venir des danseurs hindous qui ont, à leur façon, invité les participants à se mettre dans la peau de ces différents archétypes pour leur faire vivre cette expérience, mais en faisant le lien avec l'hindouisme. Quand j'ai fait ça aux États-Unis, c'était autrement, évidemment. Tu nous partageais à l'instant que les différentes perspectives avaient une dimension assez universelle. Est-ce que pour autant, il y a des perspectives qui sont plus prépondérantes selon les cultures ? Dans une situation de coaching, moi je ne suis pas là à systématiquement passer en revue les 6 perspectives. Ce qui m'intéresse, c'est les défis du coaché. Et donc, en fonction de la situation du coaché, certaines perspectives vont être plus pertinentes que d'autres. Je vais avoir par exemple quelqu'un qui a certaines difficultés relationnelles, un manque de confiance. Là, on va plutôt travailler de l'intelligence émotionnelle. On est dans une perspective plutôt psychologique. Dans certains cas, on va avoir des personnes qui sont dans un questionnement existentiel. Même si ça vient pas d'emblée, on sent en filigrane qu'il y a ce questionnement existentiel. Là, on va entrer dans une perspective que moi je qualifie de spirituelle, mais encore une fois spirituelle dans le sens où c'est une connexion avec soi, avec le monde, une capacité à apprécier la vie, à donner du sens. C'est de ça qu'on parle. C'est alimenté par la philosophie, ça peut être alimenté par des religions aussi. Dans tous mes coachings, je ne suis pas là uniquement pour aider la personne à répondre à un défi ponctuel, mais je l'invite à prendre du recul sur elle-même, sur sa pratique et sur sa vie en général. Et je l'invite à réfléchir à ce qui est vraiment important pour elle. Et parfois, j'ai la réponse que « Tiens, c'est une bonne question, j'avais jamais réfléchi à ça ». Ça renvoie à des questions de « C'est quoi finalement le sens que je veux donner à ma vie ?» Il y a un exemple qui me revient en tête, là. C'était une organisation où un manager était un peu stressé par les exigences du quotidien et il avait perdu de vue qu'il travaillait sur un projet véritablement porteur de sens. Il s'agissait de proposer des éclairages beaucoup plus économes en termes d'énergie et notamment ça permettait dans certains villages en Afrique de pouvoir économiser des centrales à charbon. Il s'est rendu compte que finalement il faisait un travail qui est très porteur de sens. Et il s'est reconnecté avec le fait que le travail qu'il faisait pouvait être source d'inspiration d'abord pour lui et ensuite pour les autres. En tant que coach, quand tu accompagnes un client, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que tu as dans ton tableau de bord interne les petits clignotants en fonction de ce que dit ton client. C'est-à-dire que tu l'écoutes et à un moment donné, tu dis tiens, je vais peut-être aller creuser du côté, par exemple, de la transcendance ou par rapport à son équilibre vie pro, vie perso. Comment tu fonctionnes ? C'est à l'intuition ? C'est un mélange d'un processus structuré et d'intuition. J'ai un processus structuré que je décris dans le livre « Le coaching interculturel » où j'invite la personne à prendre du recul sur elle-même, sur d'abord ce qui l'anime, ce que sont mes désirs au sens de Spinoza, vraiment ce qui me donne de l'énergie, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes drivers, quels sont mes points forts, mes points de développement, quelle est ma situation actuelle, mes préférences psychologiques, mes préférences culturelles. Qu'est-ce que les autres attendent de moi aussi, mon organisation en termes de performance, en termes de compétences à développer, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que la société attend de moi aussi. Finalement, d'ouvrir le champ pour définir un certain nombre d'objectifs qui puissent être la meilleure synthèse de tous ces différents aspects. Pouvoir se concentrer sur quelques éléments qui vont me permettre d'avancer de la manière la plus satisfaisante pour moi et pour les autres aussi. Donc là, il y a une structure, mais à part ça, c'est très spontané, très intuitif. J'essaie d'être pleinement présent avec la personne. Puis alors je fais confiance à ma capacité à ce moment-là d'amener une perspective qui va être bénéfique, sachant qu'il n'y a pas qu'une façon de coacher. Donc il y a plusieurs perspectives à chaque fois à explorer potentiellement et tu fais confiance à une sorte d'intuition, d'instinct pour proposer celle qui te semble à ce moment-là, dans le contexte, la plus pertinente, c'est ça ? Oui, et puis c'est un partenariat avec mon coaché parce que je partage les outils. Et donc, le but du coaching, c'est d'aider mon coaché aussi à devenir son meilleur coach. Et donc, je vais partager aussi ma carte du monde, je vais partager l'un ou l'autre outil et l'inviter à choisir là où il ou elle veut aller. Est-ce qu'il y a certains de tes clients qui sont parfois surpris de ces différentes perspectives ? Ça peut être surprenant pour les personnes, c'est vrai, parce qu'elles ont souvent une idée du coaching comme quelque chose de plus étroit, qui va être juste focus sur leurs objectifs. J'ai encore récemment, par exemple, quelqu'un que j'accompagnais, il se fait que l'éléphant dans la pièce, c'était sa vie privée, où il y avait pas mal de soucis pour le moment. Alors, est-ce qu'on écarte ça sous prétexte que ça ne fait pas partie du coaching qui est payé par l'entreprise, ou est-ce qu'on accompagne là, sans rentrer dans la psychothérapie ? Il me semblait difficile de faire l'économie, de parler de choses qui étaient importantes pour elle.
ça l'a surpris d'avoir l'autorisation de pouvoir parler de choses personnelles. Ben oui, parce que pour bon nombre de coachs, lorsque ça arrive dans le trop intime, il y a une sorte de peur d'aller de ce côté-là et l'invitation faite au client d'aller voir un thérapeute pour s'en occuper. C'est assez fréquent ça quand même, et c'est dommage. Oui, c'est dommage, parce qu'il y a moyen, sans rentrer dans la psychothérapie, d'explorer quand même de manière assez profonde le champ personnel. Je suis moins à essayer de comprendre, tiens, pourquoi tu te comportes comme ceci aujourd'hui? C'est quoi ton histoire personnelle qui a fait que tu es comme ça aujourd'hui? Et le coaching est plutôt à voir qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant. Comment un coach pourrait commencer à intégrer cette approche globale sans faire de bêtises en fait? Le problème, c'est que parfois certains se disent ça va être difficile de devenir un expert dans tous ces domaines dont du coup je ne m'y intéresse pas du tout. Donc mon invitation, c'est d'être curieux et de vouloir apprendre et de se dire qu'on est tous en chemin. Personne, certainement pas moi, allons maîtriser tout ça. Même une vie ne sera pas suffisante. Mais ça n'empêche qu'on peut commencer à apprendre et être en chemin et apprendre toute sa vie. Donc mon invitation, c'est non seulement de connaître plus de ce qu'on connaît déjà, mais de s'ouvrir à toutes les disciplines qui peuvent enrichir notre pratique, qui peuvent enrichir notre vie. C'est se donner cette permission-là. Et je constate que quand je parle de ça, c'est vraiment libérateur pour les personnes. Parfois, certains disaient, mais je faisais déjà ça, mais on m'avait appris que le coaching, c'est ceci et pas cela. Et là, je vois un modèle, finalement, une approche qui me donne, moi, la permission d'intégrer différents éléments qui faisaient partie de ma pratique déjà, qui faisaient partie de ma vie, et de pouvoir aller plus loin dans le développement de mes compétences dans différents registres. Et de la même façon qu'à un moment, c'est important de connaître sa limite aussi. Oui, on peut aller dans le champ interpersonnel, mais il y a une limite. Je ne vais pas me substituer à un psychothérapeute et je ne vais pas me substituer à un psychiatre. Parfois, ça m'est arrivé, rarement, heureusement, mais parfois à référer à un coaché, non pas un psychothérapeute, mais un psychiatre, parce que je soupçonnais que la personne commençait à souffrir d'une dépression. Éventuellement, référer cette personne à un nutritionniste, à un coach sportif. On peut référer une personne non seulement à des psychothérapeutes, mais aussi à d'autres professionnels. À travers le bouquin, je me suis quand même posé la question si tu envisageais de créer une école de coaching global. C'est une bonne idée, mais en pratique, moi je collabore avec différentes écoles en fait. Ce que je propose vient plutôt compléter un cursus de base de coaching par exemple. Et donc j'ai eu l'occasion de collaborer déjà avec différentes universités, différentes écoles. Et voilà, j'aime particulièrement de pouvoir collaborer avec d'autres. Alors Philippe, à présent, je te propose d'écouter la synthèse de 2 entretiens que j'ai eus précédemment avec d'une part quelqu'un qui te connaît bien et qui t'a rencontré il y a quelque temps, je laisse la surprise aux éditeurs, et d'autre part un de tes clients. Parcours de coach. Vincent Lénard, bonjour. Bonjour. Merci de prendre la parole pour exprimer ce que tu connais et ce que tu sais de Philippe Rosinski. Alors tout d'abord, pour commencer, comment vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre ? C'est une rencontre à l'occasion d'une présentation, je crois que c'était à un colloque de l'Association européenne de coaching, enfin ça fait plus de 10 ans. Il y avait un certain nombre de présentations et juste avant moi, il y avait Philippe Rosinski que je ne connaissais pas et qui a fait une présentation sur le coaching interculturel qui m'avait beaucoup plu. À la fois dans le contenu, dans les modalités, c'était très clair, il témoignait vraiment d'une expérience réelle. L'ensemble de tout ça m'avait vraiment séduit et il est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, oh là là, faut qu'on se parle. Et puis, je suis monté, moi, juste après lui sur le podium à faire ma présentation également de 3/4 d'heure. Quand on s'est trouvés assis tous les deux, on s'est dit, oh là là, il y a vraiment quelque chose qui nous rassemble. On sentait qu'il y avait le fit, quoi, vraiment, et à la fois sur le sujet, sur la façon de présenter les choses, et on sentait qu'on pourrait s'entendre. On s'est rencontrés très vite, et puis comme moi je fais beaucoup de formations de coach à Paris, je lui ai dit, il faudrait que tu viennes nous faire une présentation. Dans les semaines qui ont suivi, il est venu dans une des formations coach intime. Ces 2 approches interculturelle et son approche globale, c'est vraiment tout à fait correspondentiel à ce que je fais moi dans ma formation. Son expérience que lui avait vraiment documentée et dans laquelle il a fait aussi tout un travail de synthèse des grands professionnels de l'interculturel comme Hall, comme Hochstedt, comme Trompenard, etc. Je trouve qu'il en rend compte de cette synthèse magnifiquement dans ses livres. Il y a 2 domaines que je cite vraiment à mes étudiants, c'est tout ce qui développe sur
comment gérer les différences culturelles. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'il y a toujours un positionnement pour des tenants d'une culture, de dire comment je me positionne par rapport à la culture d'un autre pays ou d'une autre ethnie, etc. Alors, soit on est dominant, soit on est dominé, soit on dénie la différence, soit au contraire, etc. Et lui, vraiment montre bien les différents niveaux logiques qu'il faut traiter et surtout, comment finalement prendre ce qu'il y a de bon des deux cultures et l'intégrer, quoi. Donc, c'est remarquable. Et alors, l'autre point aussi qu'il a fait, qui est un tableau des orientations culturelles, ça s'appelle le COS, je crois. C'est l'outil d'assessment interculturel. Voilà, c'est ça. Où il dépasse le MBTI et il met environ 22 paramètres qu'il développe, qu'il décrit. C'est très riche, quoi. C'est très original. Voilà. Voilà, en gros, ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant et qui correspond tout à fait à mon expérience. Sauf que lui, sur le plan académique, est allé plus loin dans la formalisation et aussi il est allé très loin dans le fait d'offrir des tests qui peuvent être individuels et collectifs, que chacun peut faire sur son site, et notamment quand il intervient dans une entreprise qui est entre deux cultures, eh bien, il sait faire le diagnostic de l'un de l'autre, et surtout, il le fait faire par les personnes elles-mêmes. Donc, il est très dans une logique co-constructiviste avec les acteurs. Et puis, le dernier point, c'est qu'il est très global. Donc, c'est très intégratif. En finale, si je peux dire brièvement, c'est que c'est un homme qui a vécu ça. Il a été au Japon, il a été à Stanford aux États-Unis. En plus, il est belge. Ce que j'aime beaucoup avec la Belgique et les Pays-Bas, c'est qu'ils sont vraiment au carrefour de l'Europe, quoi. Donc, ils ont toujours été en avance en Europe sur l'intégration des différentes approches anglo-saxonnes, nordiques, allemandes, françaises, bien sûr aussi. Donc, il a vraiment une polysémie presque devenue naturelle. Il a été le tout premier reconnu comme master coach en Europe. C'est un type bien. Merci beaucoup pour ce partage, Vincent. Merci. C'est un plaisir de contribuer à faire connaître Philippe. Et puis c'est sincère, hein, vraiment, je le dis, quoi. Merci. Parcours de coach. Grant Douglas, bonjour. Bonjour David. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter et nous expliquer comment vous avez rencontré Philippe Rosinski ? Je suis actuellement le responsable de la filière interculturelle à l'ISEG School of Management, qui est une école de commerce en France avec un campus à Lille et un campus à Paris. Et je coordonne toutes les formations au niveau de la communication interculturelle, le management de la diversité, etc. pour les étudiants, mais aussi au niveau de la formation du personnel. Ma première rencontre avec Philippe doit remonter à 10 ans à peu près maintenant, et c'était dans le cadre d'une association qui s'appelle SIETAR, qui est la Société pour l'éducation, la formation et la recherche interculturelle. Et je pense avoir assisté à un atelier de Philippe dans le cadre du congrès de SIETAR Europa à Dublin. Je crois que vous avez été formé par Philippe sur l'utilisation du COF, qui est un outil d'assessment interculturel. Est-ce que vous pourriez en quelques mots expliciter aux auditeurs de quoi il s'agit ? Le profil COF est un questionnaire en ligne qui permet de générer un profil individuel sur 9 dimensions qui sont liées au modèle classique du management interculturel. Cette dimension, ça permet de reconnaître en fait ses préférences individuelles, ses préférences personnelles par rapport à certaines dimensions, que ça soit le rapport avec le temps, le rapport avec la hiérarchie, sa façon de communiquer plutôt direct, indirect, etc. Mais aussi de voir en quelle mesure on est capable de s'adapter à des contextes un peu différents. Donc, même si on a des préférences personnelles qui sont identifiées par ce profil, ça ne nous met pas dans des cases. On est aussi capable d'adapter son comportement dans différentes situations. Et le profil COF nous montre à quel point on est capable ou à quel point on a peut-être des difficultés de s'adapter dans des situations différentes. En l'occurrence, vous l'utilisez à grande échelle puisqu'il me semble que vous avez plus de 1000 étudiants qui effectivement fréquentent l'école par an. Nous, on est maintenant sur des promos de 1300, 1400 étudiants. Et c'est vrai que l'outil COF fait partie de ce qu'on appelle notre boîte à outils interculturelle. Donc, c'est tous les étudiants qui font leur profil et qui utilisent le profil, mais on l'a aussi utilisé avec notre personnel administratif et notre personnel académique dans le cadre de formation professionnelle. Le COF, c'est vraiment un des outils de base dans notre dispositif. Notre objectif au niveau de l'école, c'est d'essayer de développer l'intelligence culturelle. Chacun fait son profil individuel et ensuite, souvent, ce qu'on fait, c'est demander aux étudiants, notamment, de travailler en groupe
et en partant de leur profil individuel, de créer des analyses SWOT du groupe dans lequel ils travaillent pour voir où sont les points de convergence, où sont les points de divergence, en quoi est-ce qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur leur profil pour mieux travailler ensemble, pour mieux se connaître, etc. Vous avez donc utilisé cet outil à très grande échelle et sur plusieurs années. Avec le recul, comment vous pourriez définir l'intérêt d'utiliser cette approche, cet outil, s'il vous plaît? Sans entrer dans le détail de chacune des dimensions, si on en prend 2 ou 3 par exemple, le rapport avec le temps, est-ce qu'on est plutôt quelqu'un de monochronique ou de polychronique? Donc monochronique, on fait une chose à la fois, on termine une chose avant de passer à la chose suivante, etc. Donc plutôt structuré dans ses démarches, etc. Polychronique, on est capable de faire plusieurs choses à la fois, le temps est un peu plus élastique. Le rapport avec la hiérarchie, plutôt une hiérarchie forte, une hiérarchie plus plate, etc. À partir de ces dimensions-là, une fois qu'on a identifié ses propres préférences, et avec l'aide du COF, une fois qu'on a aussi peut-être cerné sa capacité à s'adapter, si on est plutôt monochronique, est-ce qu'on a une bonne capacité à s'adapter quand on se trouve dans des situations plutôt polychroniques? Si on est plutôt pour une hiérarchie plate, si on se trouve dans une situation où il y a plutôt une hiérarchie plus forte, est-ce qu'on sait s'adapter ou est-ce qu'on va se trouver un petit peu en difficulté par rapport à ça? À partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est dans des groupes qui sont déjà constitués parce que les étudiants travaillent sur d'autres projets, c'est d'utiliser ces profils pour qu'ils comprennent où est-ce qu'ils ont peut-être eu des blocages, où est-ce qu'ils ont trouvé que c'était fluide dans leur façon de faire, et à travers ça, comment reconnaître ces dimensions, reconnaître qu'en fait, il s'agit de dimensions culturelles, d'apprendre à respecter ces choses, ne pas être dans l'évaluation, parfois une évaluation qui peut être négative ou des stéréotypes, etc., pour ensuite aller vers la réconciliation de ces dimensions. Donc, comment est-ce que, quand on travaille en équipe, une fois qu'on a reconnu qu'on a ces dimensions qui sont là, qui sont parfois convergentes, parfois divergentes, comment faire en sorte de réconcilier ces dimensions pour ensuite trouver le meilleur moyen de collaborer ensemble, le meilleur moyen de communiquer ensemble, simplement de bien s'entendre au sein de l'équipe. Et pour nous, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on voit une grande utilité pour le COF et puis à grande échelle. Le but, c'est de permettre à chacun de développer son intelligence culturelle. L'intelligence culturelle, maintenant, c'est identifié comme étant une des compétences clés du manager du 21e siècle. Et donc, là, c'est d'avoir des connaissances culturelles, donc surtout comprendre et avoir des connaissances sur sa propre culture, mais aussi savoir développer des compétences culturelles et notamment développer sa métacognition, ce qu'on appelle aussi la réflexivité, c'est-à-dire savoir de quelles connaissances on a besoin, de quelles compétences on a besoin dans des situations différentes pour pouvoir adapter sa façon de communiquer, sa façon de collaborer pour qu'on puisse avoir un comportement culturellement intelligent. Et le COF, le profil COF, je pense, permet à nos différents participants d'affiner leurs connaissances sur leur propre culture, sur la culture des autres, et aussi de commencer à développer des compétences et des stratégies pour réconcilier ces différences une fois qu'ils les ont reconnues et, on l'espère, respectées. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Merci, vous aussi. Parcours de coach. Philippe, commençons peut-être par Vincent. Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de ce qu'il dit de toi? J'ai beaucoup d'estime pour Vincent, beaucoup de respect par rapport à ce qu'il fait. Je le connaissais pas avant de l'avoir rencontré, comme il l'explique, et je suis frappé aussi par l'alignement par rapport à nos philosophies. Il a eu l'occasion de m'inviter à plusieurs reprises à intervenir dans le cadre de sa formation, et je suis frappé par le fait qu'il régnait toujours un excellent esprit parmi les participants. Et je me dis que le monde serait quand même meilleur si tout le monde avait l'occasion de suivre un programme comme celui de Vincent qui permet d'élever vraiment le niveau de conscience. Donc je suis effectivement très touché par ce que Vincent dit et j'éprouve beaucoup de gratitude. Par rapport à Grant, aussi beaucoup de gratitude. Grant fait un travail formidable au sein de l'ISEC qui est vraiment pionnier en matière d'interculturel. C'est une université qui avait d'abord comme vision de passer d'une université plus locale qui s'ouvrait à l'international et puis l'idée c'était de s'ouvrir de l'international à l'interculturel au sens le plus large du terme. Mais là où parfois c'est des mots creux pour certains dans des organisations qui disent on est pour la diversité, pour l'interculturel, c'est vraiment incarné chez Grant
Ce qui est frappant, c'est que non seulement tous les étudiants sont formés, mais aussi toute la faculté est formée. C'est assez rare que les professeurs soient invités aussi à se remettre en question, à s'ouvrir à l'interculturel au sens le plus large du terme, remettre en question leurs normes, leurs croyances, leurs valeurs, s'ouvrir vers d'autres possibles. Ça, c'est formidable et donc c'est assez unique d'ailleurs. Son université a eu un prix pour cela. Et je suis reconnaissant du fait que le CEF là est déployé à grande échelle. C'est de nature, j'espère, à donner confiance à d'autres organisations, d'autres entreprises à aussi faire ce choix-là. Alors justement, tu parlais à l'instant du COF, du COF, dont tu parles dans le livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots complémentaires à ce qu'a expliqué Grant ? Tu l'as mis au point comment ? Moi, je suis assez idéaliste, mais en même temps très pragmatique. Et donc, quand on parle d'interculturel, le premier livre, je voulais voir comment, très concrètement, est-ce qu'on peut aider les personnes à comprendre les différences et à tirer parti des différences. Alors, une des difficultés, c'est qu'il manque un vocabulaire, une carte du monde pour naviguer en terrain interculturel. Et là, je me suis appuyé sur les travaux de nombreux interculturalistes, Talcott Parsons, Hofstede, Edward Hall et d'autres, pour créer un modèle de 17 dimensions qui balayent un champ vraiment très large et qui permettent de prendre conscience du fait qu'il y a des variations dans la manière de penser, de communiquer, de gérer le temps, de s'organiser, etc., de mener différentes activités, d'avoir un vocabulaire pour décrire cela. Donc ça, c'était le modèle. Je me suis retrouvé un jour dans une intervention auprès d'une équipe et je me suis rendu compte que ce serait bien d'avoir un outil pour pouvoir confronter avec bienveillance une équipe qui serait peut-être dans le déni, de dire « mais nous, on est très bons là-dedans, on est très bons dans ceci ou cela ». Et là, le fait d'avoir un outil d'assessment qui évalue, qui mesure, mais c'est une mesure sur base assez transparente. On ne cherche pas à tromper les gens, les questions sont très transparentes. Évalue à la fois ma préférence. Préférence, c'est un peu l'équivalent de MBTI, à part que là, on est dans le domaine culturel, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'acquis plutôt que de l'inné. Mais aussi, ce qu'il n'y a pas dans le MBTI, c'est mes compétences à être dans différents registres. Donc, il y a un outil d'assessment individuel et aussi collectif qui permet d'avoir un profil d'équipe. Et ça, finalement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui manquait et qui s'avère en fait très utile devant une équipe, d'avoir des graphiques, des chiffres pour pouvoir les mettre face à différentes situations de défis et les aider à prendre conscience du fait que leur préférence culturelle, leur profil culturel est peut-être en lien avec les défis auxquels ils sont confrontés, qu'il y a des dimensions ou des orientations culturelles qu'ils ont tendance à surutiliser, d'autres à sous-utiliser, des zones aveugles vers lesquelles ils auraient intérêt à aller s'ils ont envie de se développer. C'est suite à des interventions comme ça que je me suis dit que ce serait bien utile d'avoir un outil. Ça n'existe pas, parce que ce qui existe, c'est des outils qui vont comparer, les Américains sont comme ça, les Français sont comme ça, mais pas un outil qui parle de culture au sens bien plus large. Tu parles d'un outil ou tu parles d'un modèle ? Il y a les deux. Il y a d'abord le modèle décrit dans le livre Le coaching interculturel et puis il y a un outil d'assessment, COF Assessment. Donc c'est un questionnaire en ligne pour avoir un profil individuel et aussi un profil de groupe. Comme quoi c'était bien d'avoir fait ingénieur en fait. Oui. Ça t'a permis de mettre au point cet outil avec une cohérence globale. Alors c'est pas moi qui ai programmé l'outil, mais par contre c'est vrai que je l'ai conçu. Je pouvais travailler avec celui qui l'a programmé sur un plan en tout cas fonctionnel, peut-être davantage que si j'avais aucune notion de software. Oui. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les études d'ingénieur, j'ai tendance à poser des questions, à challenger. Mais est-ce que ça veut dire aussi que tu questionnes encore cet outil-là, que tu essaies encore de l'améliorer, de lui apporter des ajustements pour tenir compte de l'évolution des mentalités ? C'est une vraie question, l'adaptation dans le temps d'un modèle ou d'un outil. Et les dimensions du COF restent vraiment tout à fait pertinentes. Elles étaient pertinentes quand j'ai développé l'outil. Il y a une nouvelle version d'ailleurs de l'assessment qui a été faite il y a quelques années. Mais l'outil il est suffisamment flexible pour permettre d'ajouter d'autres dimensions sur mesure. Par contre, parfois on me pose la question, est-ce que cet outil est valide ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça. Oui. Cet outil permet d'avoir des mesures simples qui constituent la base d'un dialogue. Voilà, c'est ça. Je dis souvent, les résultats ne sont pas importants en tant que tels. De toute façon, c'est déjà culturellement biaisé de prétendre mesurer une culture ou une préférence culturelle. À partir du moment où on est conscient de ça, ce qui compte, c'est de prendre ces résultats comme base d'un dialogue. C'est comme ça que je l'utilise. Quand tu vois le rapport du COF, il ne s'accompagne pas d'une prescription. Je ne suis pas en train de dire, David, voilà, ça c'est ton profil, tu es comme ça, je te mets telle étiquette et tu dois faire ceci pour te développer. Non, c'est pas du tout ça. Contrairement au MBTI. Alors on dit souvent que l'MBTI, il ne faut pas mettre des étiquettes, mais souvent ça revient à faire ça, malheureusement. Alors à présent, Philippe, l'idée c'est que tu tires au sort des numéros qui sont écrits sur des petits papiers, correspondant à des questions que tu ne connais pas à l'avance. 24.
Le plaisir dans le coaching, c'est quoi pour toi ? Le plaisir dans le coaching, pour moi, c'est avant tout le plaisir de la relation. On a une chance incroyable de pouvoir vivre des moments d'intimité et d'avoir des échanges. Il y a une complicité qui se crée, une intimité. À l'issue d'un coaching, certains me disent, mais ça doit être très prenant quand même de passer du temps comme ça et tu dois être fatigué à la fin d'un coaching. Et en fait, non. Je sors de séances souvent plein d'énergie. Voilà, donc le plaisir, c'est vraiment dans la relation, dans l'échange. Et c'est l'occasion, au travers du coaching, de continuer, comme je te le disais, à apprendre. L'occasion pour moi de continuer à me remettre en question, à voir qu'est-ce que je peux encore apprendre. Ça donne du sens aussi de pouvoir continuer à apprendre à partir de perspectives multiples. Tu veux bien tirer un autre petit numéro ? 10. Quel conseil donnerais-tu aux coachs juniors qui se lancent dans le coaching donc ? Au-delà de lire ton livre. Ça, c'est déjà une bonne idée. C'est d'être patient. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. En même temps, d'être prêt à se lancer et en même temps de continuer à apprendre à se former. Et à se former, encore une fois, tous azimuts, d'apprendre de perspectives différentes. Tu peux tirer un autre papier, s'il te plaît ? 21. As-tu déjà considéré que tu avais raté une de tes séances de coaching et quelle en a été la raison, si tu t'en souviens ? J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir raté un coaching. Je me souviens quand même d'un épisode où j'étais amené à faire un coaching d'équipe aux États-Unis. C'est une entreprise qui prônait vraiment la diversité. C'était assez cocasse parce que la veille du début de l'intervention, ils m'ont invité dans un restaurant. C'était à Charlotte, qui est pas la ville la plus cosmopolite aux États-Unis. Et là, j'avais été bluffé par la carte des vins. Et j'ai l'impression qu'ils étaient en train de me dire, ici, on est plus ouvert au monde entier, à la diversité, que même en France. Après, ce que j'ai découvert, c'est que leur notion de la diversité, c'était on a une certaine philosophie et on s'attend à ce que partout dans le monde, cette approche soit déployée. Donc, quand on fait du business au Japon, c'est pas qu'on s'intéresse vraiment à la culture japonaise. Pour nous, la diversité, c'est le fait qu'on est présent au Japon, il y a des Japonais chez nous, ils doivent faire ce qu'on leur demande de faire. On s'intéresse pas à leur culture. Et donc, dans mon intervention, j'ai passé pas mal de temps à les confronter avec beaucoup de bienveillance. Et c'était pas évident parce que je me suis pris quand même un certain mécanisme de défense, comme des projections. Ils me voyaient comme pas tout à fait compétent dans ce domaine. Vous venez avec des choses très simples, on connaît déjà ça. Enfin, heureusement, j'ai pas pris les choses personnellement, mais j'ai dû vraiment batailler pour ne fût-ce qu'arriver à planter des petites graines. Je pense pas être arrivé à vraiment les amener à une ouverture, vraie ouverture à la diversité. Quand on parle de diversité, c'est non seulement comprendre et s'adapter aux différences, mais c'est tirer pleinement parti des différences culturelles. Je pense pas être parvenu jusque-là. Ça a été un travail au corps. Et donc, dans ce sens, c'était un petit peu décevant parce que c'était ça quand même pour moi le but. Mais au moins, quand même, j'ai eu l'impression d'avoir réussi à planter quelques petites graines, d'avoir réussi à les confronter. Et c'est d'ailleurs suite notamment à cet épisode que je me suis dit ça aurait été utile d'avoir un outil là comme le COF Assessment, pouvoir davantage leur faire prendre conscience des biais inévitables qu'ils avaient sur un plan culturel et aussi des zones aveugles, pouvoir s'ouvrir à autre chose. Alors, est-ce à dire qu'un coach d'équipe pourrait utiliser le COF Assessment en amont de son accompagnement, peut-être pour avoir une sorte de cartographie de qui sont les clients qu'il va accompagner ? Absolument. Non seulement je fais ça moi systématiquement, j'interviewe chaque membre d'une équipe en amont, de manière confidentielle. Ça fait partie de la démarche pour comprendre un peu ce qui se passe. Mais j'utilise différentes choses, dont notamment le COF Assessment, ce qui me permet d'avoir un outil à la fois de diagnostic, pour comprendre un petit peu c'est quoi les orientations culturelles individuelles et collectives dans l'équipe, mais aussi un outil ensuite qui va me servir dans le travail que je vais faire avec l'équipe. Et là, je crois aussi que c'est quelque chose d'utile, même de nécessaire dans le coaching d'équipe, quelque chose qui n'est pas encore la norme dans le coaching d'équipe aujourd'hui. Ce que ça permet de faire, c'est d'aider l'équipe à prendre conscience du lien entre leurs orientations culturelles et les défis auxquels ils sont confrontés. Et de dépasser leurs préférences culturelles actuelles, d'aller vers autre chose qui leur permet de répondre à ce défi. Mais en tout cas, ça permet aussi d'être dans une objectivité et pas une subjectivité. Puisque là, en l'occurrence, l'équipe qui t'avait dit « nous sommes dans une grande diversité », c'était subjectif, c'était plutôt une façade. L'outil permet d'objectiver la subjectivité. C'est ça. Mais c'est important. C'est très important, oui. D'aller au-delà des mots. Je vais donner un exemple. Par exemple, la première dimension dans l'outil, c'est contrôle versus humilité. Parfois, des gens peuvent me dire « mais moi, j'ai aucun problème à lâcher prise ». Et là, on voit un profil où on voit qu'il y a une difficulté à lâcher prise. Donc là, je peux leur montrer « d'accord, vous me dites ça, mais comment alors je dois interpréter ces résultats-là, qui sont vos résultats ? Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et donc, ça permet alors de prendre conscience. Par exemple, une équipe que j'avais accompagnée était dans cette logique que 100%, c'est pas assez. Il faut donner 120%.
Ça, ce n'était pas tenable. C'était très performant, mais ils ont vu que dans leur profil, qu'il y avait, en termes de lâcher prise, humilité, le résultat n'était pas très favorable. Là, c'est davantage frappant que si on a juste le dialogue. En voyant ces résultats, et du coup, la solution, elle vient presque d'elle-même. Et en l'occurrence, ça a été très facile, du coup, de poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Et on était dans, voilà, peut-être il y a certains projets qu'on peut éliminer, etc. Donc, c'est un outil qui permet d'accompagner, je pense, plus efficacement les équipes. Mais j'imagine qu'il y a certaines équipes et ou personnes qui peuvent tomber de haut parfois, en répondant et en voyant les résultats. Alors j'avance petit à petit. Je passe du temps typiquement avec le ou la responsable d'équipe et je vais passer du temps à partager les résultats en amont avec ce ou cette responsable d'équipe. D'abord pour l'aider à prendre conscience, tiens, c'est quoi mes préférences culturelles à moi et qu'est-ce que ça induit dans l'équipe. Et pour se mettre d'accord sur qu'est-ce que moi je peux, en tant que responsable d'équipe, faire éventuellement autrement pour donner un exemple à d'autres. Et puis, je vais discuter avec ce responsable d'équipe sur base de ce que moi j'ai perçu, mais aussi de ce que cette personne souhaite pour voir sur quoi on va mettre l'accent. Parce qu'il y a différentes dimensions, sur quelle dimension on peut s'appuyer pour entraîner les discussions que cette personne a envie d'avoir pour faire avancer le schmilblick. Je te propose de tirer un autre numéro. 9. Quand est-ce que pour la première fois tu t'es dit que tu étais un bon coach? Que les premiers coachings, à un moment je me disais, mais j'espère que ça va marcher quelque part, parce que j'ai pris un risque important. Assez rapidement, quand j'ai pu voir l'impact que ça a sur les personnes, qui on peut vraiment, dans certains cas, vraiment changer leur vie, non seulement devenir des managers plus efficaces, mais changer leur vie. Et que je me suis dit, là j'arrive quand même à avoir un impact important. Je me suis aussi rendu compte que j'ai, je pense, une capacité à établir non seulement des liens avec les personnes, mais aussi des liens entre différentes disciplines et de pouvoir apporter ça dans ces coachings. C'est là que je me suis dit, sans doute que je suis pas trop mauvais là-dedans. D'ailleurs, je me suis demandé, Philippe, dans quelle mesure ta capacité à faire des connexions entre des thématiques qui n'ont pas forcément grand rapport entre elles, cette capacité à faire de l'interconnexion, t'avais pas conduit naturellement à travailler sur l'interculturel? Sûrement, oui. Parce que c'est aussi des liens. C'est toujours des liens. Le propre, sans doute, de ma démarche, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Plutôt que d'être enfermé dans une approche unique, de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et les différences culturelles, pour moi, je les vois comme une occasion d'augmenter sa créativité. De ne pas être piégé dans une seule façon de penser, de communiquer, de gérer le temps, mais au contraire, d'apprendre d'autres cultures, d'autres possibles. Et c'est la même chose avec les disciplines différentes. Ça ouvre le champ des possibles. C'est une démarche, pour ça que je pense, plus créative et plus aboutie. Alors pour clôturer ce jeu, je te propose de finir par une note musicale entre 32 et 33. Où va ta préférence? 33. Le Jardin extraordinaire, c'est une émission de la télévision belge produite et diffusée par la RTBF, présentée par le journaliste Tanguy Dumortier et focalisée sur la beauté et la richesse de la faune et de la flore de notre planète et l'importance de sa préservation. Pourquoi ce choix, Philippe? Tu viens de le dire, la beauté, la richesse de notre planète et l'importance de sa préservation. C'est des émissions qui sont extrêmement bien faites. Tanguy Dumortier, typiquement, il y a une première séquence où il est en Belgique, là, à faire découvrir la beauté, parfois qui est juste autour de nous. Et puis, une deuxième partie d'émission où il nous emmène dans différentes parties du monde. Et je suis chaque fois émerveillé devant cette magnifique nature. Ce monde est vraiment un jardin extraordinaire, mais qui est un jardin aussi très fragile, qui demande à être préservé. Donc ça, c'est un thème qui me touche profondément. Autant je suis ému et touché par la beauté de cette nature, autant je suis attristé, même fâché quand je vois la façon dont ces écosystèmes sont parfois détruits. Il me semble indispensable de faire tout ce qui est possible pour la préserver. Comment tu intègres la préservation de notre planète, en tout cas la conscience de l'importance des enjeux écologiques et sociétaux dans tes accompagnements? Pour moi, ça fait partie de la perspective spirituelle. Qu'est-ce qui est porteur de sens? Quand on invite des personnes, et ce que je fais dans mes coachings aussi, à réfléchir à qu'est-ce qui fait vraiment sens, souvent la personne va être amenée à parler de choses qui la dépassent. Ce qui est porteur de sens, c'est en particulier de préserver cette magnifique planète, de faire en sorte que ces richesses soient préservées, soient entretenues.
Ça fait partie de la démarche de coaching. Parfois, j'entends qu'un coach doit être neutre. Je pense que c'est ni possible ni souhaitable d'être neutre. C'est ni possible parce qu'on est tous biaisés psychologiquement, culturellement. Et c'est pas souhaitable parce que c'est important d'être au clair avec ceux qu'on veut accompagner. Et donc, dans ma démarche de coaching, si on prend maintenant sur le plan de l'éthique, parfois, quand on voit les associations de coaching, souvent l'accent est mis sur une certaine déontologie. Mais si on se réfère à Kant, pour lui, la déontologie, c'était pas simplement quelque chose qui était imposé de l'extérieur, c'était l'impératif catégorique vient de nous, de notre propre conscience. Donc, d'écouter notre propre conscience. L'éthique, pour moi, c'est aussi la téléologie, en particulier l'utilitarianisme, si on prend Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Là, c'est pas tellement d'avoir une pratique qui respecte la confidentialité, ceci on peut faire, cela on peut pas faire, c'est, pour Jeremy Bentham et comme pour John Stuart Mill, c'est le plus grand bien pour le plus grand nombre, réfléchir à l'impact qu'on peut avoir. Les 17 objectifs du développement durable, pour moi, c'est un exemple très concret de ce que pourrait être le plus grand bien pour le plus grand nombre. Si on reprend ces objectifs de développement durable, on va retrouver la préservation des écosystèmes sous la mer, sur les terres, réduction des inégalités, etc., etc. Et donc, je suis attentif à faire le choix des accompagnements. Donc, pour moi, je pourrais difficilement concevoir d'accompagner un leader dont le but serait de vendre beaucoup de junk food, par exemple. Là, j'aurais un problème avec ça. Par contre, je suis idéaliste, mais je suis aussi pragmatique. Si, par exemple, ce leader a comme souhait sincère de dire « aujourd'hui, on vend du junk food », ça va pas être possible d'arrêter ça du jour au lendemain, mais on veut progressivement aller vers une alimentation plus saine, ça, c'est différent. Alors je note que la préface de ton dernier livre, c'est Sir John Whitmore. Et justement, il a écrit des articles sur ce sujet-là, et notamment d'inviter les coachs à interroger finalement leurs clients sur une sorte de déontologie écologique. Je ne sais pas comment la qualifier autrement. C'est intéressant ça. C'est super, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Je l'ai connu, il m'avait invité en Australie à parler à une conférence qu'il organisait, puis j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Et je me rappelle d'une conférence, on était ensemble à Prague, où il avait presque sermonné les managers en disant que les managers dans les entreprises, c'est comme des adolescents. Et là, il était vraiment assez cash par rapport à ça. Si une entreprise n'était pas prête à aller dans une démarche de développement durable, lui, ça l'intéressait pas. Moi, je suis sans doute moins radical, mais j'aurais du mal, moi, à accompagner une entreprise qui, sciemment, est là pour juste faire du profit et détruire des écosystèmes. Par contre, il y a un livre qui a été récemment écrit par un professeur à Harvard qui parle de deep purpose, d'un idéalisme pragmatique. Parfois, c'est difficile de concilier le beurre et l'argent du beurre, mais néanmoins, ce qu'il constate, c'est que les dirigeants qui ont une volonté sincère d'apporter une contribution à la société, parfois à court terme, ils peuvent sacrifier cette ambition-là et ils vont licencier des gens pour assurer la pérennité de l'entreprise, donc ils sont des pragmatiques, mais à terme, ils vont pas dévier de cet objectif de vouloir apporter une contribution utile. Ils montrent, au travers de différentes recherches, que ces entreprises-là vont réussir davantage que celles qui sont dans une approche plus cynique, moins porteuse de sens. Alors, en 2023, je propose à mes invités de lire un livre qui n'a rien à voir avec le coaching. En l'occurrence, pour notre entretien, il s'agissait du roman graphique Brancusi contre États-Unis d'Arnaud Nebache, édité chez Dargaud en janvier 2023, et qui fait référence au procès intenté en 1928 par le sculpteur français Brancusi aux douanes américaines pour faire reconnaître à l'une de ses sculptures le statut d'œuvre d'art. Une loi de 1922 prévoyait aux États-Unis la libre importation des œuvres d'art. Elle pouvait passer la douane sans avoir à subir de taxes. Et en octobre 1926, lors de l'envoi d'une vingtaine de ses sculptures, Brancusi se retrouve avec la douane américaine qui lui demande une taxe parce qu'elle considère que l'œuvre qu'elle saisit, qui s'appelle l'oiseau, ne ressemble en rien à une sculpture selon les douaniers et donc doit faire l'objet d'une taxe parce que c'est un produit manufacturé. Alors qu'est-ce que tu as ressenti en lisant cette BD ? Je connaissais pas du tout cette histoire et ce roman graphique m'a interpellé. Et il y a beaucoup de liens intéressants qu'on peut faire, y compris avec le coaching en fait. Mais oui, parce qu'en fait, il y a vraiment toute une question sur qu'est-ce que l'art. Et alors, en octobre 1927, s'ouvrit à New York un procès opposant le sculpteur Brancusi à l'État américain. Et toute la question était de savoir s'il s'agissait ou non d'art. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en novembre 1928, la Cour a jugé que l'objet était beau, que sa seule fonction était esthétique, que son auteur, selon les témoignages, était bien un sculpteur professionnel et qu'en conséquence, il avait le droit d'entrer sur le territoire américain sans payer de taxes. On est vraiment dans le modernisme pour moi. Et le modernisme, c'était, selon le professeur Michael Roth, la quête du véritablement vrai.
C'est quoi le véritablement vrai de l'oiseau? Alors on aurait pu dire dans le passé quelque chose de plus classique, c'est d'arriver à représenter fidèlement l'oiseau. Ici, Brancusi, il est dans une démarche différente. Ce qui est important pour Brancusi, c'est l'idée de l'envol. Dans le coaching, il y a aussi cette démarche moderniste de trouver le véritablement vrai de la personne. C'est quoi le véritablement vrai de la personne? C'est pas uniquement les caractéristiques externes d'une personne, ce sont notamment ses drivers, ses préférences. On va utiliser parfois pour caractériser une personne un outil. Et ça, c'est une démarche qui est intéressante, qui est utile, mais qui a aussi ses limites. Donc, le paradoxe ici, c'est que Brancusi, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a ouvert une voie. Il vient avec quelque chose de différent, qui était peut-être auparavant pas de l'art. Lui, il dit que c'est de l'art. Il ouvre une voie, mais il ouvre une voie aussi, pour moi, au postmodernisme, où la réalité, elle est moins à découvrir qu'à inventer. Parfois, un des soucis à vouloir chercher le véritablement vrai, c'est qu'on va limiter la personne. On va considérer que la personne, elle est déconnectée de son environnement. Pour moi, l'inspiration principale d'une démarche de coaching, c'est plutôt une approche postmoderniste qui vise à ouvrir, encore une fois, le champ des possibles. C'est important de se rendre compte que nous n'existons pas de manière isolée en tant que telle, nous existons dans l'interconnexion et ça impose une responsabilité au coach. Si je te décris et forcément je risque de te limiter, je risque de passer à côté de tout l'autre potentiel que tu peux avoir. Et donc, pour moi, c'est important comme coach, dans la manière d'entrer en relation, d'aider la personne à éveiller tout le potentiel qu'elle peut avoir, y compris un potentiel peut-être insoupçonné. Là, on va au-delà de même cette démarche de Brancusi, en fait. Est-ce que pour toi, le coaching, c'est une forme d'art? Oui, absolument. C'est une forme d'art dans le sens où, là, c'est un peu comme Brancusi, il y a toute une technique. Il explique qu'il a dû développer toute une technique de polissage pour arriver à construire cet objet. Mais si ce n'était que ça, ce serait pas de l'art. L'art, ça va au-delà. Le lien qu'on peut faire avec le coaching, c'est que c'est important d'avoir toute une maîtrise de différents outils. Au-delà, il faut ensuite les transcender. Ce qui importe, c'est la relation. Au-delà de ça, l'intuition, la spontanéité, la fluidité dans un échange qu'on peut avoir avec une autre personne. C'est Martin Buber qui compare les relations je-cela et je-tu. Je-cela, c'est quand j'ai tendance à décrire, à objectiver l'autre. Je-cela est nécessaire dans le coaching, nécessaire dans l'art aussi, c'est tout ce qui relève de la technique. Mais pour faire véritablement du coaching, il faut passer aussi dans le je-tu où je me tourne vers l'autre. Je suis pas en train de le mesurer, je suis pas en train de l'évaluer, je suis pas en train de le juger, je suis pas en train de le décrire. Je cherche simplement, sincèrement, à entrer en relation avec tout mon être, avec l'autre personne. Et si l'autre personne a ce même souhait, là, il y a quelque chose de magique qui peut se créer, de nouvelles possibilités qui peuvent se co-créer, en fait. C'est ça l'art pour moi. L'art, s'appuie sur de la technique, mais va au-delà. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est le rôle de la presse, qui, au lendemain du jugement, dit, en publiant la photo The Bird, c'est un oiseau, sous-entendu, vous aussi, vous serez aussi étonné que nous. Je ne sais pas pour la Belgique, mais en France, il y a une situation de coaching bashing depuis quelques années. Est-ce que finalement, ça montre pas qu'il y a une difficulté à expliquer ce qu'est le coaching quand on n'a pas vécu soi-même un coaching? Oui, il y a une différence quand même entre la Belgique et la France. On a moins ce côté coaching bashing ici qui me surprend un peu. Mais c'est vrai qu'une des difficultés du coaching, on peut en parler, mais tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est véritablement. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est que le coaching est en train quand même d'acquérir une légitimité. Moi, j'avais participé au premier Executive Coaching Summit, dans lequel il y avait Tim Galloway qui était présent aussi, quelques personnes comme ça. Et je me rappelle, l'enjeu à ce moment-là, c'était comment légitimer le coaching. Aujourd'hui, on est quand même, je pense, à un autre stade. Alors peut-être encore en France, il y a beaucoup de coaching bashing, mais je pense que le coaching a acquis une certaine légitimité, dans le sens où les universités les plus renommées ont aujourd'hui des programmes de coaching, des masters de coaching, des PhD de coaching. Il y a de plus en plus de recherches dans le domaine du coaching. Et donc, les choses ont quand même changé. Avec le risque en même temps, c'est que si on prend par exemple cette démarche de coaching, là au départ, le coaching a démarré avec des praticiens. Aujourd'hui, il y a de nombreux académiciens, dont certains ne pratiquent pas le coaching, qui décrivent le coaching, qui décortiquent le coaching. Ça confère une certaine légitimité, une certaine evidence-based. Mais en même temps, attention à ne pas réduire aussi le coaching, à ne pas l'enfermer uniquement dans ça. Parce que le coaching, c'est aussi un art qui doit transcender cette technique. Alors, je te propose à présent, Philippe, de participer à la rétrospective de ta carrière à travers une série de questions qui permettront de prendre un petit peu de hauteur. En tout cas, c'est l'invitation. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier ?
Je peux citer un exemple récemment où là, j'avais l'impression, franchement, que j'avais eu moins d'impact, que parfois les séances n'avançaient pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Et ce qui m'a touché, c'est que le manager m'a dit que je l'ai sans doute sauvé d'un burn-out, quoi. Il avançait doucement, mais néanmoins, il avait fait un travail considérable qui l'avait permis, au terme de ce coaching, donc récemment, de devenir beaucoup plus serein, de prendre mieux soin de lui, d'être un meilleur manager vis-à-vis de ses équipes, de bâtir des relations plus proches avec tout son entourage et de quitter cette zone où il était le burn-out, de remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus apaisé et à la fois plus efficace. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné ou supervisé un client ? J'ai eu le cas d'une personne il y a de nombreuses années où l'entreprise lui payait un coaching pour quitter l'entreprise, mais voulait que ça se passe dans les meilleures conditions et l'aider à retrouver une autre opportunité professionnelle ailleurs. Et le surprenant, c'est qu'il a dû faire son deuil de cette entreprise. Je l'ai invité vraiment à remettre les choses à plat, à prendre du recul. Mais le résultat des courses, c'est qu'il s'est retrouvé avec une promotion au sein de la même entreprise. Il avait fallu être prêt à quitter l'entreprise, prendre du recul, faire le point sur ce qu'il voulait vraiment, se repositionner. Donc, c'était quand même surprenant. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ? Qu'ils puissent dire que le coaching les a véritablement aidés. Non seulement, c'est le plus souvent en entreprise, mais dans leur vie en général, que ça a pu avoir un impact majeur pour eux, mais que du coup, ça a pu les aider aussi à apporter leur pierre à l'édifice, à promouvoir des relations plus constructives, à contribuer à leur niveau, à promouvoir un monde meilleur. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs ? Ma première décision serait de contribuer à bâtir des ponts. Plutôt que d'avoir différentes associations, je contribuerais à ce que l'ensemble des associations puissent travailler de concert. Et pas uniquement ici en France ou en Belgique, mais vraiment de manière internationale. Donc tu ferais de l'interculturel associatif, quoi. Voilà. Bâtir de l'unité dans la diversité. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ? Une invitation à élargir le coaching, à l'enrichir, à le décloisonner. Donc, mon invitation, c'est de continuer à apprendre toute sa vie, de s'ouvrir aux disciplines différentes, aux cultures différentes et de bâtir de l'unité dans la diversité, de rassembler. Quels sont tes prochains projets, Philippe ? J'ai une vision générale et puis souvent ce qui se passe c'est au travers des rencontres, des relations, de la synchronicité. Par exemple, là j'ai rencontré récemment quelqu'un qui sera sans doute une partenaire avec qui je vais pouvoir faire le séminaire que je fais Leadership et Coaching Interculturel dans les Émirats, dans le Golfe. Voilà, ça c'est un prochain projet. On verra si ça peut se faire. J'ai aussi, avec l'université de Harvard, qui a manifesté son intérêt pour une version adaptée du séminaire pour des gens liés à cette université. Et puis, je suis à l'affût de projets pour aider et contribuer à un développement durable. À présent, écoutons un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. This way, life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Alors, il s'agit de Nothing Else Matters, qui est une chanson du groupe de heavy metal américain Metallica, figurant sur l'album Metallica, sorti en 1991. Sans doute une des chansons les plus connues de ce groupe. Alors pourquoi ce choix, Philippe ? D'abord, c'est une très belle mélodie, et il y a une combinaison de force et de douceur dans ce morceau, une puissance, mais en même temps dans la retenue. C'est James Hetfield qui a écrit ce morceau. Il était loin de sa petite amie qui lui manquait. Et Nothing Else Matters, pour moi, c'est une manière de dire que ce qui a le plus de valeur n'a pas de prix. Et le groupe connaissait déjà la célébrité, mais le plus important pour lui, c'était cette relation. Il y a aussi l'idée de sortir de sa zone de confort. Metallica, en fait, c'est un groupe de heavy metal, et c'était une vraie gageure de faire ce morceau-là. D'ailleurs, certains fans n'ont pas apprécié parce que c'est plus du Metallica de faire ça. Le paradoxe, c'est que cette chanson qui n'était quelque part pas du Metallica, est devenue la chanson qui a permis à Metallica d'avoir le plus de succès.
C'est une invitation à ne pas vouloir trop vite se limiter. Ça me faisait penser aussi à Ralph Waldo Emerson qui disait qu'il y a 2 pièges principaux si on veut avoir une vie heureuse et authentique. Un premier piège, c'est le conformisme et un autre piège, c'est la cohérence. Cohérence dans le sens de vouloir toujours faire la même chose, une notion étriquée de sa propre identité. En 2012, James Hetfield exprime que ce titre a surpris beaucoup de gens à l'époque parce que c'est un vrai témoignage d'honnêteté. Je crois que le succès nous a confirmé que nous avions raison d'exprimer en chanson ce que nous ressentions au plus profond de notre âme et qu'on ne peut pas faire d'erreur en travaillant de cette manière. C'est magnifiquement dit. C'est aussi l'invitation que nous faisons en tant que coach à nos clients, d'être le plus authentique. À nos clients et à nous-mêmes, ça commence par nous-mêmes aussi. C'est absolument ça. Et dans le coaching, c'est de créer un environnement avec la sécurité, la bienveillance qui permet cette exploration-là et qui permet aux personnes de découvrir d'autres facettes d'elles-mêmes, peut-être des facettes parfois insoupçonnées. Et du coup, de pouvoir vivre une vie qui est plus authentique, qui est plus riche, plus heureuse pour elles-mêmes et ainsi de pouvoir véritablement rayonner et contribuer aussi à faire rayonner les autres. Alors 30 ans après sa sortie, l'album éponyme du groupe californien figure encore parmi les meilleures ventes de l'histoire de la musique, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et la vidéo du clip de la chanson postée sur la chaîne officielle du groupe a dépassé le 1 milliard de vues. 1,2 milliard. Qu'est-ce que tu pourrais considérer comme le plus grand succès de ta carrière ? Le plus grand succès serait que, aujourd'hui, dans des formations de coach, dans des universités, des gens sont formés au coaching interculturel, au coaching global. J'espère demain, ce sera dans les lycées, dans les écoles primaires, que des gens puissent être formés à ça. Au-delà de tout ce qu'ils apprennent qui est très utile en termes de mathématiques, de physique, de français et autres, qu'ils apprennent à utiliser leur potentiel, à bâtir des relations constructives avec les autres, qu'ils apprennent à être pleinement responsables, à contribuer à bâtir un monde meilleur. Alors, après 2h51 d'interview, qu'est-ce que tu ressens là ? Un petit peu de fatigue et beaucoup de gratitude. J'apprécie ton écoute bienveillante, ton intérêt, ton questionnement, et donc je suis touché par ça. Je te remercie de m'avoir invité à parler du coaching autrement et à parler de moi un petit peu autrement que je ne le fais habituellement. Alors, avant de clore notre entretien, je vais rappeler les 2 ouvrages dont tu es l'auteur. Il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé, le coaching interculturel, sorti chez Duno. Mon invitation, si tu en es d'accord, c'est de revenir dans un prochain épisode pour faire un focus sur le coaching interculturel, parce que je pense qu'il faut qu'on s'arrête un peu, notamment en termes de définition sur ce qu'est le coaching interculturel, qui est parfois pas bien compris. Le 2e livre, Leadership et coaching global, c'est sorti chez Éditions Valeurs d'avenir. Et le roman graphique dont nous avons parlé, c'est Brancusi contre États-Unis d'Arnaud Nebache, sorti chez Dargaud. Merci beaucoup Philippe pour cet entretien, merci. Merci beaucoup David, et volontiers pour un prochain entretien avec toi pour parler de coaching interculturel. Trouvons une date. Merci. Super, merci. Parcours de coach. Merci de votre écoute. Découvrez nos 2 séries de podcasts intitulées Un coach à la une et Parcours de coach sur le site www.lemediadescoachs.com. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.